C'est un scandale qui risque d'influer longuement sur les rapports entre plusieurs pays. Un logiciel espion d'origine israélite nommé Pegasus a été détourné par des États pour cibler des hommes et femmes de tout secteur d'activité, des politiques, des journalistes, des avocats. Ce scandale est révélé grâce à un pool de médias internationaux coordonné par l'équipe de Forbidden Stories, épaulé par Amnesty International. Qu'est-ce que ce logiciel nommé Pegasus, qu'il a fabriqué, à quelle fin, quel impact ce scandale pourrait avoir sur la géopolitique internationale? Quel impact aussi pour les pays africains mentionnés dans ce scandale-là, scandale Pegasus, quel impact sur la géopolitique internationale? C'est le thème central de l'émission du jour, consacrée donc à cette actualité. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Marc-Johannes Koudianou, bonjour. Bonjour Johannes, ce matin. Très bien, super. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Info Zénith. Face à vous, Emel Guérin, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Emel Guérin, ma première question est pour vous. Déjà, qu'est-ce qui peut expliquer ou justifier un tel scandale dans le monde actuel? Depuis le début du XXIe siècle, tout le monde sait que l'arme fatale, c'est la communication. C'est avec tous ces débranchements comme l'informatique aujourd'hui, et que c'est cette arme silencieuse qui va faire très mal. Quand on lance un missile, on sait d'où ça vient, on sait quel pays l'a lancé. Mais avec une arme fatale comme la cybercriminalité, vous voyez, on ne sait pas souvent d'où ça vient. Et c'est ça justement qui va jouer, qui est l'enjeu fondamental de la géostratégie du XXIe siècle. Et vous vous souvenez que le 16 juillet dernier, quand Biden et Poutine se sont rencontrés, Biden lui a remis 16 listes de sites à ne pas attaquer. Parce que récemment, la Russie fait des percussions informatiques offensives graves au niveau des États-Unis, où même des stations sont bloquées, ne fonctionnent plus. Et il y a le scandale du pipeline aux États-Unis qu'on a connu, et que les États-Unis ont accusé la Russie de l'avoir fait. Aujourd'hui, les enjeux sont en train de se déplacer. C'est vrai que ce qui est arrivé, on ne l'attendait pas à ce niveau, même si depuis 2013, l'alerte a été lancée depuis avec l'histoire de ce lanceur mystique d'alerte, Edward Snowden, qui avait prévenu depuis 2013, mais personne ne disait rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'enjeu fondamental de cette guerre d'hégémonie entre les États-Unis et la Chine? C'est la cybercriminalité, c'est la cyberattaque. Récemment même, la France vient de voter, de mettre à disposition 100 millions d'euros pour des recherches dans ce domaine. Et il y a d'ailleurs vient de mettre en place 2 stratégies offensives pour dire, si vous nous cherchez une oise, alors nous allons attaquer. Donc tous ces grands pays aujourd'hui sont en train de s'armer fondamentalement dans le domaine informatique. Marc-Johannes Koudianou, déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre pour le téléspectateur lambda? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce projet, sinon de cette dénomination Pegasus? Merci beaucoup. Il faut faire comprendre aux téléspectateurs qu'il s'agit en réalité d'un logiciel, d'accord, qui est conçu plus particulièrement en Israël, d'accord, et qui est par un groupe NSO qui est d'accord, qui est chargé de la commercialisation de ce logiciel-là. Mais normalement, il faut dire que parfois, ces logiciels ont des serveurs qui ne sont pas forcément, qui sont dans différents pays, un peu partout répartis dans l'Europe, d'accord, et c'est à partir de ces serveurs-là que le système fonctionne. Mais le plus grave dans ce logiciel, c'est quoi? C'est que ce logiciel peut infiltrer votre téléphone, d'accord, sans que vous ne vous en rendiez compte. Il n'y a pas de lien qu'on va vous envoyer, il n'y a pas un clic que vous allez faire de façon spéciale pour pouvoir quand même détecter que ce logiciel est sur votre portable. Il n'y a pas d'icône pour que vous sachiez que ce logiciel est sur votre portable. Mais néanmoins, ce logiciel sert en même temps de micro, ça copie toutes vos données, ça en même temps, votre caméra devient en même temps caméra de surveillance, votre micro devient un outil de surveillance. Donc, ce qui fait que c'est un outil
qui est devenu très dangereux, d'accord, seulement pour les pays, mais également pour les individus. Parce que lorsqu'il y a de nouvelles technologies comme ça, c'est que normalement, ça devait réjouir un certain peu. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier le contexte terroriste dans lequel nous vivons, où pour pouvoir quand même arriver à contrôler ces groupes djihadistes, il faut vraiment des technologies à la pointe pour pouvoir permettre de savoir qui fait quoi à tel moment. Vous allez constater qu'à un moment donné, on a eu à détecter des groupes qui utilisaient Telegram pour pouvoir préparer des attaques terroristes. Voilà. Donc, c'est ces genres de logiciels en réalité qui permettent à ces techniciens de pouvoir quand même, à la NASA et beaucoup d'autres firmes qui sont dans la technologie, de pouvoir détecter ces choses-là. Et il faut rappeler également que l'Israël constitue la première puissance en matière de technologie. Ils sont très forts en matière de technologie. Donc, du coup, pour le moment, le logiciel qu'ils ont conçu est un logiciel ultra performant, d'accord, où même, vous imaginez que même des chefs d'État, d'accord, un peu partout dans le monde, on a répertorié plus de 50 000 personnes, d'accord, plus de 50 000 numéros de téléphone qui ont été piratés, qui ont été pénétrés par ce système-là. Donc, vous imaginez combien d'impact cela pourrait avoir sur les coopérations bilatérales entre certains pays, d'accord, quelle guerre cela pourrait dégénérer, alors qu'on sait qu'en matière de technologie, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. Parce que, tel que mon vis-à-vis l'a dit, par exemple, on ne peut pas savoir forcément d'où ça vient, de qui ça vient, à moins de s'adresser alors au concepteur du système pour pouvoir aller vérifier encore que les données sont tellement éparpillées, tellement denses, que pour pouvoir remonter encore à une source, c'est un peu encore tout un parcours qu'il faut. Voilà en quelque sorte de façon rassemblée de quoi il s'agit. Et Melguerin, je dirais, pas le choix, mais la dénomination Israël, qu'est-ce que ça renvoie? Pourquoi c'est un logiciel israélite qui est querellé? D'abord, il faut comprendre l'état d'esprit d'Israël. C'est un pays qui est dans un état de conflictualité permanent par rapport à sa position géographique, depuis sa création. Donc, et ce pays est obligé de faire des recherches approfondies dans le domaine de l'informatique. Je vous souviens que c'est l'Israël qui a inventé la clé USB. Voilà, donc même si je ne suis pas d'accord qu'elle n'est pas la première puissance informatique, les États-Unis demeurent la première, à l'heure où je parle, informatique. Ça dépend de chacun veut aller. Mais il est fait que ce sont ce groupe NSO créé par des anciens du renseignement du Mossad. Et là, je peux être d'accord que le Mossad est l'un des services de renseignement les plus performants au monde, sinon le meilleur, pour ne pas le nommer. Donc, ce sont des anciens des services de renseignement israéliens qui ont conçu ce groupe. Seulement que, et dans les principes, il est clair que le Pegasus ne peut qu'être vendu qu'à des États ou des structures d'État, la police, le renseignement, ainsi de suite, sous l'onction du ministère de la Défense israélien, donc de l'État. Ça veut dire quoi? Ces pays qui l'ont acquis ont eu l'onction de l'État. Vous allez constater, s'il vous plaît, que récemment, l'Israël a signé des accords de paix avec certains pays du Golfe. Tout à fait. Et l'Émirat arabe uni, le Bahreïn, le Maroc également. Et juste après, où certains l'ont acquis, quelques temps après, ça veut dire que le Pegasus est devenu aussi un outil d'influence géostratégique, un outil diplomatique. Parce que quel État n'a pas envie d'espionner ses opposants? Et là où c'est dangereux, il s'agit d'un espionnage de masse, d'une surveillance de masse. Et ça a des répercussions physiques, comme le cas du journaliste Kamal Khashoggi, qui a été suivi, ce logiciel a permis d'avoir le contact de tous les opposants donc de l'Arabie Saoudite. Vous voyez, donc c'est très dangereux parce que ça porte atteinte à vous, à la vie privée. La vie privée des gens. Vous imaginez que même le président Macron a été espionné. Ça veut dire que ce téléphone, comme là il a décrit, vous suit même dans votre lit. C'est extrêmement dangereux. C'est une atteinte à la liberté d'expression. C'est une atteinte à la liberté individuelle. Donc, à la démocratie, de façon universelle, pour dire. C'est vrai que ce qui s'est passé entre le Maroc et la France, bon, moi, je vais plus loin pour dire que c'est pour camoufler ce qu'on ne veut pas dire. Parce que lorsque j'observe, de mon analyse, le journaliste Edouard Pléniel, je comprends que le Maroc puisse le surveiller parce qu'il mène, c'est un journal d'investigation. Mais quand je prends quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, à l'heure où on parle, il n'est plus un journaliste d'investigation. Et il n'a aucun rapport avec le gouvernement marocain. Pourquoi avant tout le surveiller? Le seul
qui a problème avec lui, c'est le gouvernement français. Or, il y a un accord de coopération entre le Maroc et la France, de coopération du renseignement. Le Maroc, les services de renseignement marocains sont très performants au sein de l'Afrique. Donc, ils collaborent extrêmement, de façon très étroite avec la France. Or, les lois françaises interdisent à ce que la France espionne ses habitants, les Français, donc la France ne peut pas le faire. Alors c'est assez facile de dire, écoute, vous le faites, et puis, vous voyez, donc c'est très facile. Et donc, vous savez, cette histoire d'espionnage, on a vu en 2000, depuis 1998, où les services de renseignement, surtout la NASA, avaient espionné tous les parlements européens, alors que l'Europe est une alliée des États-Unis. On a vu récemment encore, je crois en 2015, où il a été prouvé que les États-Unis espionnaient Angela Merkel via le Danemark. Donc c'est un système géoplanétaire où tout le monde s'espionne. Même en tant qu'ami, vous voulez savoir qu'est-ce que mon ami dit derrière moi. Vous voyez, et Barack a espionné, Hollande également, ainsi de suite. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau ici aujourd'hui, c'est l'atteinte à la liberté individuelle, où ce logiciel permet de pénétrer, de s'infiltrer, d'aller dans les failles réelles de services d'exploitation de l'iOS ou de l'Android, surtout l'Android où il y a beaucoup de failles. Vous savez comme moi que chaque année, les promoteurs de ces services, Google, Samsung ou Apple, lancent des concours légaux, où même des hackers sont impliqués. Tout à fait. Pour dire, si vous détectez des failles, des micro-failles, vous êtes primé. Ouais. Absolument. Et ce logiciel Pegasus coûte extrêmement cher. S'il vous plaît, par individu, vous payez 25 000 euros par individu. Je sais pour la Hongrie, qui est le seul pays de l'Union européenne qui a pu l'avoir. Aujourd'hui, avant de l'avoir, la Hongrie a dû débloquer plus de 80 millions d'euros. Ouais, c'est extrêmement cher. Alors, ces militaires ou ces agents de renseignement privés, d'Israël, se font beaucoup d'argent avec ça. Mais les États-Unis ne disent rien. Vous savez qu'avec l'histoire de Khashoggi, le NSO Group a suspendu cet accord de partenariat avec l'Arabie Saoudite. Mais le gouvernement israélien a dit, écoutez, remettez rapidement. Vous voyez que donc c'est un outil puissant, politique, diplomatique, pour faire pression, pour avoir rapidement de ce que l'on veut avec les États. On a vu le président français Emmanuel Macron qui visiblement a changé de téléphone et de numéro aussi, visé donc. Pourquoi certains chefs d'État et pourquoi est-ce que dans certains sectes ou cercles d'activité que des personnes sont visées? On parle d'avocats, on parle d'hommes politiques, on parle de journalistes, on parle de militants de droits de l'homme. Pourquoi est-ce que ces personnalités-là ou ces secteurs-là sont ciblés? Il faut dire que c'est des secteurs qui sont très sensibles, d'accord? Vous prenez un chef d'État, vous savez combien de fois un chef d'État est important et combien de contacts un chef d'État a. Et tout ce qui implique la sécurité d'un pays, d'accord, je prends l'exemple comme la France par exemple, vous imaginez combien d'échanges en ce qui concerne la sécurité intérieure le président français fait avec peut-être ses généraux, avec d'autres collaborateurs, avec d'autres pays comme les États-Unis et dans d'autres pays de l'Europe également. Donc c'est vraiment très capital. Et quand vous voyez les journalistes, vous savez, les journalistes d'investigation par exemple, ils sont comme des agents de renseignement. D'accord? Ils fonctionnent comme des agents de renseignement parce qu'ils font à la profondeur, à la source de l'information. Donc, à travers même ceux-là, par exemple, on peut avoir beaucoup d'informations. Donc, du coup, ces personnes n'ont pas été ciblées à tout hasard. Et lorsque vous voyez que ce logiciel est utilisé, bon, c'est vrai que juste là, ils sont encore en train de mener les enquêtes pour voir réellement à quel niveau les informations ont été récoltées, ont été prélevées, ce qui fait que chaque pays est resté, même la France est restée un peu, n'a pas été trop bavarde sur la question. Et il y a Macron qui a initié en même temps une enquête, d'accord, pour pouvoir quand même voir à quel niveau la faille se situe et qui sont les responsables principalement. On a vu également la guerre de l'Algérie, la guerre médiatique de l'Algérie contre cette histoire et même juridique contre cette histoire-là. Donc il faut voir quelle l'implication que cela a donné. C'est vraiment très grand. Et puis aujourd'hui, vous savez, on n'est pas à l'abri. Nulle part au monde, on est à l'abri.
Même les plus grands États, les plus grandes puissances, ils ne sont pas à l'abri. Si les plus grandes puissances étaient à l'abri, on n'allait pas assister à l'attentat du 11 septembre. D'accord. Donc, ça veut dire que de façon perpétuelle, il y a toujours des failles qui existent dans des systèmes. Et lorsque nous prenons les systèmes technologiques, par exemple, pourquoi les mises à jour existent? C'est parce qu'à un moment donné, le système devient obsolète et il faut forcément faire des mises à jour pour pouvoir renforcer la sécurité du système. Pourquoi il y a le cryptage? C'est pour pouvoir empêcher les gens de pouvoir accéder. Donc, cela ne va jamais s'arrêter. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être créer un cadre d'accord juridique qui puisse permettre l'utilisation de ces outils-là. Parce que ça ne met pas seulement les personnes là en danger, mais ça met également beaucoup d'États en danger. Vous imaginez, d'accord, qu'un particulier achète ce logiciel, par exemple, et qu'il arrive à le vendre à un groupe terroriste, vous imaginez quel impact cela aura? Ça veut dire qu'ils auront ils auront beaucoup d'informations. Et même rien ne nous dit aujourd'hui, par exemple, que des groupes terroristes ont déjà accès à ce logiciel et utilisent ce logiciel. Rien ne nous le dit. Parce que vous imaginez combien de personnes ils l'ont vendu et la traçabilité, parfois, on peut savoir que la personne l'a utilisé. Mais qui l'a utilisé réellement? Parfois, il y a des difficultés à le savoir. Et certains États, par exemple, qui ont peut-être des accointances avec d'autres groupes djihadistes, donc peuvent également donner des informations. Peut-être ils vont pas donner le logiciel directement à ces groupes djihadistes, mais eux, ils vont utiliser le logiciel pour prendre des informations et pas personne intermédiaire maintenant vendre ces informations-là à ces djihadistes. Donc, il faut dire en réalité que c'est un business, d'accord, économique, c'est un business carrément qui se fait autour de cette histoire d'espionnage-là et nous sommes sûrs que ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Il faudra forcément mettre en place un cadre juridique qui puisse permettre quand même de restreindre les droits de certains pays à pouvoir espionner d'autres. On est allé même jusqu'au Togo tout près, vous imaginez. Le Togo qui est tout près du Bénin. Donc vous imaginez, quand on dit Togo, ça rentre déjà d'une partie dans le Bénin. Donc ne soyez pas étonnés que même des personnalités béninoises soient impliquées dans cet espionnage. Alors, Emile Guérin, on a l'impression que l'espionnage, c'est aujourd'hui une priorité pour la plupart des pays, on l'aura compris dans votre argumentaire. Mais ce qui est fondamental aussi, c'est que par rapport au terrorisme, il y a certains États qui sont désignés ou qui sont accusés, même s'il n'y a pas de preuve évidente, de soutenir ou de promouvoir le terrorisme dans certains pays. Mais quand on dit qu'on vend le logiciel aux États, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train, quelque part, de permettre au phénomène appelé terrorisme de s'enraciner ou de s'étendre davantage? Et en ce qui concerne le Pegasus, il y a des principes, il y a des normes. D'abord, le groupe NSO cadre toujours les ficelles. Si vous ne l'utilisez pas bien, le groupe est capable de rompre le contrat et de passer le serveur encore dans ses mains. Parce que lorsque vous êtes en partenariat avec NSO, vous donnez un numéro de téléphone et c'est eux qui mettent les enquêtes et vous envoient les données que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Et dans les principes, il est interdit aux États qui l'ont acheté de ne jamais l'utiliser contre la Chine. Vous comprenez? Parce qu'on sait que la Chine est une grande puissance et c'est l'un des défis d'hégémonie du XXIe siècle entre la Chine et les États-Unis et même l'Europe. Et la Russie aussi l'a compris. À ne pas l'utiliser contre la Russie, c'est très puissante aussi, les États-Unis, et vous allez, Israël naturellement, vous allez surprendre l'Iran. Pourquoi l'Iran? Parce que quiconque attaque l'Iran, et si jamais ce logiciel vient d'Israël, vous comprenez la réaction de l'Iran, elle sera décisive. Vous voyez. Donc il y a ces principes qui sont respectés. Il est donc extrêmement interdit à ces États de ne jamais attaquer ces pays-là. Et également que ces pays, les États-Unis auraient pu utiliser le Pegasus, mais ils n'en veulent pas. Ils ont d'autres logiciels plus puissants, mais qui est contrôlé par le Pentagone, par les renseignements, la CIA, la NSA américaine. Vous voyez, non. Et donc, par rapport aux terroristes, je ne suis pas sûr que, en tout cas, ce logiciel Pegasus puisse tomber dans l'œil, mais surtout que l'Israël mène une lutte séculaire et farouche contre le terrorisme, puisque l'Israël est assujetti aux djihadistes tout le temps, toutes les heures, à tout moment. Vous voyez. Donc, l'État israélien, ce n'est pas pour rien que l'État doit donner d'abord son accord. Ça veut dire que si jamais ces États qui l'ont acquis, ce logiciel, font des erreurs et que ça tombe dans les mains de guerriers, tout de suite, le NSO Group va couper le pont. Peut-on faire confiance à un tel système? Y a-t-il pas une faille et la possibilité que ça tombe quand même dans des mains obscures? Ce que je crée, ce qu'il faut envisager peut-être, c'est la création d'autres logiciels parallèles. Et l'Iran est en train de le développer aujourd'hui, comme d'autres pays, le Qatar et ainsi de suite. Ils mettent
beaucoup d'argent dedans aujourd'hui, parce que tout le monde a envie de savoir ce que fait le voisin, même si c'est un ami. Vous comprenez, tout le monde a envie de savoir. Vous n'êtes pas sans savoir les accusations contre la Russie par rapport à son influence dans les élections présidentielles aux États-Unis et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement important l'outil informatique aujourd'hui. Il faut en tenir compte pour la gestion, pour gérer le pouvoir politique aujourd'hui. Et sans cela, vous ne pouvez pas gérer. Parce que ce soit les démocraties, je vais dire, gentilles, comme les dictatures méchantes, tout le monde utilise cette info et outils informatiques. Il a cité tout à l'heure le Togo, qui a des relations extrêmement étroites avec l'Israël. Aujourd'hui, le Maroc aussi. L'Arabie Saoudite, depuis, même si elle n'a pas signé cet accord-là, a des relations étroites avec l'Israël. Donc, pour le moment, ce dont nous parlons, c'est l'Israël qui est en train de mener la bague. Et je ne suis pas sûr qu'il y aura... Vous avez parlé des règles juridiques. Il n'y en aura pas. C'est vrai que le 17 juillet dernier, récemment, Jen Perkis, la porte-parole de la Maison-Blanche, a annoncé une grande coalition des grandes démocraties. Contre qui? Pas contre Israël, contre la Chine. C'est extrêmement important. Contre la Chine. Parce qu'aujourd'hui, la Chine reste et demeure et va durer très longtemps la seule menace pour cette démocratie-là. Alors, il y a donc effectivement aucune possibilité de risque ou quelques failles, que ce soit pour le terrorisme, en tout cas pour le logiciel Pegasus pour l'heure. Moi, j'ai des craintes et je me dis, il y a forcément matière à ce que cela soit récupéré. Parce que si déjà aujourd'hui c'est dévoilé, ce n'était pas censé être connu de tout le monde. Des investigations ont permis quand même à des journalistes, à des groupes de presse de faire ces déballages-là, de permettre que l'information puisse circuler, qu'on sache qu'il y a donc des personnes ciblées qui sont tracées, hackées et poursuivies jusque dans leur intimité par donc ce logiciel-là. C'est possible aussi donc que des personnes mal intentionnées puissent récupérer cela. Aujourd'hui, je crois que la plus grande inquiétude des nations qui sont concernées par l'utilisation de ce logiciel, c'est réellement ça. On ne sait pas, ça va tomber dans la main de qui? Quelle information sera utilisée après? On sait très bien, par exemple, que même si le Maroc a eu à utiliser, il n'y a pas encore de preuves palpables. Tout à fait. Il n'y a pas encore de preuves palpables. On prend le conditionnel puisqu'il y a beaucoup de procédures exactement. Donc, si éventuellement le Maroc avait reçu à avoir certaines informations, lorsqu'on parle de technologie, vous savez, ça évolue très vite. Et ça peut tomber dans la main de n'importe qui, à tout moment. Même la Russie, par exemple, d'accord? Et beaucoup d'autres pays subissent des cyberattaques tous les jours. Ils subissent des cyberattaques tous les jours. Donc, ces cyberattaques qu'ils subissent, peut-être se situe pas forcément dans l'utilisation de Pegasus, par exemple, mais c'est des cyberattaques qui génèrent également des informations, les mêmes informations que pioche Pegasus. Ça veut dire que c'est un phénomène qui existe. Alors, quelle serait alors la crainte pour ces nations-là de pouvoir ne pas imaginer que d'un jour à l'autre, ces informations peuvent tomber dans les mains? Parce que les attaques qu'ils subissent, ce n'est pas forcément des pays voisins ou bien des pays avec qui ils sont en guerre diplomatique, mais peut-être c'est avec des individus terroristes qui sont en cyberattaque. Et le 13 juin dernier, le 13 juin 2021, quand la Russie et les États-Unis ont décidé de s'entendre sur un accord mutuel pour pouvoir quand même faire une lutte contre la cybercriminalité, ils ont reconnu tous que même quand la Russie était impliquée dans les attaques, dans les élections américaines, c'est pour autant également que les États-Unis lancent des cyberattaques vers la Russie. Et que le Canada également le fait, la Belgique, et puis d'autres pays également le font. Donc tout le monde, c'est comme... c'est une guerre technologique, par exemple. C'est une guerre technologique. On dit, moi-même, tu développes un logiciel qui permet de m'espionner ou d'espionner quelques-uns de mes ministres et autres. Moi-même, je vais essayer de développer pour pouvoir voir quelle faille est dans ton système que je peux exploiter et pour pouvoir utiliser, pour que ça soit un moyen de pression. Tel que mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, si Israël utilise ce logiciel aujourd'hui via NSO,
morceau, c'est parce qu'il sait qu'il peut s'en servir comme moyen de pression sur plusieurs États. Et aujourd'hui, c'est ce que tout le monde essaie de faire. Et je crois que, étant donné que nous sommes dans la mondialisation, je crois qu'il y a beaucoup d'autres systèmes également qui sont utilisés pareillement pour pouvoir quand même essayer d'attaquer, d'infiltrer les données. Même que ce soit les chaînes de... En tout cas, nul n'est épargné par le phénomène. Parce que même nous-mêmes, journalistes, on craint parfois des fois que nos portables soient piratés, qu'on donne des informations ou des listes, on prenne des informations de nos portables pour pouvoir les utiliser contre nous à un moment donné. Ce qui fait que tout le monde est méfiant. Et cette méfiance, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça ne s'arrêtera pas non plus aujourd'hui. Et il y aura toujours cette guerre technologique qui ne va jamais prendre fin. C'est pourquoi, à un moment donné, même je voulais rajouter qu'à un moment donné, on utilisait et de façon péjorative le thème cyberterrorisme qui a été, bon, qui n'est pas du cyberterrorisme, en réalité, c'est la cybercriminalité. Mais c'est né d'où? C'est par cette crainte que des terroristes, d'accord, utilisent des systèmes d'information, de nouvelles technologies pour pouvoir essayer d'infiltrer certains pays, pour pouvoir essayer de prendre des renseignements sur certains pays, pour pouvoir mieux mener les attaques. Aujourd'hui, nul n'est épargné et on va attendre pour voir quelle suite sera donnée à cette enquête. À cette enquête-là. Alors, le Maroc est incité, donc, on accuse le royaume chérifien d'avoir visiblement espionné du côté de l'Algérie. Pourquoi donc le Maroc voudrait ou pourrait espionner l'Algérie? Vous savez que le Maroc et l'Algérie ne se s'entendent jamais. Jamais. C'est comme les deux frères ennemis. Vous voyez, donc l'histoire du Polisario. Et récemment même, il y a un ministre, ministre des Affaires étrangères marocain, je crois bien, qui a commis une grave crise diplomatique en estimant que la Kabylie devait avoir son indépendance. Vous voyez, donc c'est extrêmement grave, les deux ne s'entendent jamais. Le Maroc estime que l'Algérie soutient le Sahara, le Polisario. Le Maroc estime, l'Algérie également estime que le Maroc soutient la Kabylie. Vous voyez, donc les deux ne s'entendent jamais. Donc c'est donc normal que ça c'est normal. Comme ça se fait dans tous les États. Cet outil, je le trouve comme une Stasi à l'échelle mondiale. Une Stasi, vous vous rappelez, c'est l'ancienne police politique de la République démocratique d'Allemagne qui, à l'époque, surveillait chaque habitant de l'Allemagne. À l'époque, chaque habitant était surveillé. Elle était appelée la Stasi. Donc c'est quelque chose comme ça. Parce que je crois avoir lu un rapport en 2020 du Monde et du Guardian qui, après une enquête approfondie, a démontré que l'État togolais espionnait 6 opposants togolais avec même l'évêque togolais de Palimé, l'évêque de Palimé, Benoît Aolo, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc c'est un outil extrêmement puissant, sophistiqué. Et ce qui est grave, je me rappelle même en 2016, WhatsApp avait déclaré 1400 comptes qui étaient infectés par le Pegasus. Ouais, sans que les utilisateurs ne s'en rendent pas compte. Donc c'est ça justement qu'il faut voir. Alors si cet outil peut aller jusqu'à pénétrer dans votre chambre à coucher, vous voyez ce que ça peut faire dans les mains d'un politique qui détient un pareil outil. Maintenant que aucun des États pour le moment, des 10 États cités, n'ont encore reconnu officiellement avoir acheté, avoir utilisé le Pegasus. Vous voyez, comme le Maroc quand on dit non, je me rappelle lors de la rencontre entre Biden et Poutine, Biden lui dit, mais écoutez, arrêtez de nous espionner. Il dit, en tout cas, l'État russe n'est pas impliqué. Vous voyez ce que ça veut dire? L'État russe n'est pas impliqué. Ça veut dire que des civils peuvent être impliqués. La preuve est que le roi du Maroc est cité également dans ceux qui sont espionnés par ce système. Il est espionné. Le roi du Maroc est cité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le service de renseignement béninois décide aujourd'hui d'acheter le Pegasus avec une notion, bien sûr, l'État, il peut le faire sans problème. Et donc l'État ne peut pas maîtriser toute l'utilisation que fait ce service de renseignement ou la police, quelque chose comme ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde où le roi du Maroc même serait espionné par ce logiciel. C'est extrêmement grave. Donc c'est un outil très puissant et qui est à craindre parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça a rendu des services, comme c'est ça qui a permis d'arrêter El Chapo. Oui. Ah oui, le narcotrafiquant, c'est ça qui a permis que l'État
de l'Espagne sur le royaume, j'allais dire, espionne, enfin, puis démanteler le réseau des indépendantistes à l'époque, ainsi de suite. Mais ça peut aussi faire très mal, comme au Mexique, ça a permis de localiser des journalistes et de les tuer. Il y a eu les 45 étudiants dont leurs proches sont disparus, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, c'est une véritable statie à l'échelle planétaire dont il faut vraiment se méfier. Maintenant, est-ce qu'il faut des règles juridiques? Ça n'aboutira pas du tout. Seulement que je m'adhère à ce que Edward Snowden dit en parlant de moratoire. Il faut vraiment un moratoire pour réfléchir à la chose, pour ne pas... parce que là, ce sont les démocraties qui sont en danger, qui reçoivent un coup très dur, surtout nos vies privées. Vous n'avez plus de vie privée du tout, surtout. Et je dis pourquoi on doit s'attaquer, on l'avait dit, évoqué la dernière fois, aux journalistes qui sont libres de faire des investigations. D'ailleurs, sans investigation, on n'aurait pas eu ça. Parce que c'est un consortium de 17 médias qui se sont réunis et qui ont demandé l'appui de Amnesty International, qui, elle, avait déjà un service web dans ce domaine-là, dédié à la chose, qui leur ont permis d'en aboutir là, que le dimanche dernier, cette enquête a été dévoilée. Maintenant, parce que c'est ce qui permet à ces États de nier l'utilisation de cet outil, c'est c'était difficilement de trouver les failles, très difficilement, parce qu'il y a autre chose. Ils ont un système d'invisibilisation, c'est-à-dire que lorsque vous êtes infecté, et ils peuvent quand ils ont les données dont ils ont besoin, ils se retirer et ils ne laissent pas de traces. Sans qu'on sache que si vous avez été visité par un étranger obscur. Vous voyez. Donc, ça veut dire que votre vie privée est dans leur main. Ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Peut-on contraindre NSO aujourd'hui à donner des informations plus précises par rapport à ceux donc qui ont pu contracter ce logiciel-là, si on peut l'appeler? Si vous le permettez, dans les États qui sont espionnés, ce que je vois, je ne vois pas quel État pourrait contraindre l'État israélien. S'il n'y a que l'État israélien qui peut donner des injonctions à NSO de dévoiler, enfin, d'apporter des preuves. À part l'État israélien, rien. Je ne vois pas la France en donner des injonctions. Pas du tout. Les États-Unis ne sont pas impliqués. La Russie non, la Chine non. Donc l'Israël est tranquille et puis ça continue. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tel que l'a dit, c'est qu'il faut forcément une pression, d'accord, sur Israël pour permettre quand même à ce qu'il puisse donner les sources, les informations. Et même avant que Israël ne donne les informations, c'est que Israël va juger utile. D'accord? Ce serait un retour d'égal à égal. C'est-à-dire, tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en retour. Et puis, lorsque Israël sait que celui qui lui demande l'information, Israël a quelque chose à tailler en retour, il peut alors faire pression sur le groupe NSO pour pouvoir quand même avoir ces informations. Ce qui fait que même au niveau du groupe NSO, par rapport à tout ce qui se passe, ils sont également un peu... ils sont pas un peu trop bavards là-dessus, parce qu'ils se disent que tout compte fait, ce n'est pas eux de façon personnelle qui sont allés espionner ces gens-là. Ils ont leur logiciel. Voilà. Donc, ils ont vendu à des États, d'accord, qui ont utilisé. Donc, ils disent qu'eux, ils ne savent pas de façon détaillée, tel qu'on le dit, par exemple, ceux qui ont été espionnés ou pas. Mais néanmoins, si éventuellement les acquéreurs ou bien demandaient ou bien un service plus haut comme l'État israélien demandait par exemple d'aller rechercher par exemple l'utilisation qu'a fait le Togo par exemple de ce logiciel, qui sont les personnes qui ont été touchées, alors ce n'est que dans ce cas-là qu'eux ils pourront aller au niveau de leurs serveurs pour aller remonter quand même les informations. Y a-t-il pas, on va le dire, un jeu de dupes qui se joue quelque part? Oui, la géostratégie a toujours été un jeu de dupes, vous voyez, selon les intérêts, selon ce que l'on veut, comme il a dit, avec les pays. Et parlant de cette guerre, vous voyez, ce qui peut-être, à moins que, comme ces États, je ne les vois pas, je ne vois pas leur puissance géopolitique, géostratégique sur le plan, sur l'échec planétaire. Il n'y a pas la France qui est comme telle que, enfin la France face à l'Israël ou face aux États-Unis, elle ne va rien du tout, rien du tout sur l'eschiquier mondial. À mesure que ces pays aujourd'hui s'entendent pour véritablement faire cette coalition qui a été lancée le 17 juillet dernier par la Maison-Blanche, si cette coalition s'étend vers l'Israël, ça pourrait peut-être marcher. Parce que vous ne pouvez pas vous liguer contre la Chine et laisser d'autres pays faire la même chose. Ce qui est peut-être envisageable, c'est que NSO pourrait revoir
ces contrats avec ces pays qui l'ont mal utilisé, parce que les réseaux sociaux y a prononcé pour dire nous l'avons conçu pour la lutte antiterroriste, nous ne l'avons pas fait pour espionner les simples citoyens, les citoyens lambda, les journalistes, les militants de droits de l'homme et autres hommes politiques. Beaucoup de ministres de Macron avaient été espionnés, dont même l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Donc, peut-être à ce niveau, quelque chose peut être fait. Ça veut dire qu'il faut forcément une autre coalition à l'échelle mondiale pour demander à l'Israël de revoir ses principes de vente à certains États qui aimeraient acheter ce Pegasus-là. Donc ça pourrait marcher. Mais à part ça, c'est comme la Russie qui peut demander à l'État russe d'intervenir dans cette histoire de mercenariat qu'on entend partout dans le monde. Et il n'en est rien. L'État russe n'en sait rien. C'est également la même chose. Même si l'État israélien dit son mot, il va dire mais ça demeure structure privée. Mais nous essayons de mettre notre veto en tant qu'État pour régulariser la chose. On ne peut pas contrôler la gestion qu'en fait d'autres pays à l'extérieur de nous. Et donc ce sera très difficile. Et la réponse du NSO serait qui va arranger tout le monde, serait de revoir les contrats avec ces pays-là. Quand vous voyez un pays comme le Maroc, le Togo, qui sont une démocratie baroque, à mon avis, vous voyez, baroque, où les opposants sont poursuivis. Vous vous rappelez, il y a une semaine, ce journaliste-là a été condamné, et qui a été infecté aussi par le virus Pegasus, a été condamné à 6 mois, le journal marocain Omar Radi, à 6 mois ferme, parce qu'il menait une investigation par rapport au gouvernement, au système en place. Donc, ce que je crains, c'est le fait de pénétrer dans nos vies privées. Ça veut dire que quiconque, si un État veut vous espionner, comme on l'a vu dans le rapport, c'est le rapport qui cite le Togo, c'est pas nous, c'est le rapport qui cite le Togo, c'est que le Togo aujourd'hui il peut espionner quiconque il veut, et n'importe où il soit. C'est ça le danger. Le Togo peut vous espionner, il suffit d'avoir votre numéro de téléphone, ça suffit. Et c'est ça, vous voyez, tout le monde se plaît aujourd'hui à utiliser les smartphones. C'est ça aussi le danger à côté. Donc aujourd'hui, l'informatique, la guerre, la cyber-système est un champ ouvert à tout. Il n'y a pas de règles dedans. Comme à l'espace. Dans l'espace, il n'y a pas de règles. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a plein de satellites aujourd'hui, américains, chinois, européens, qui nous espionnent tous les jours. Vous faites une télégraphie aujourd'hui, on peut capter tout de suite. Ça veut dire c'est bête. Vous écrivez un message WhatsApp, sachez que c'est une lettre sans enveloppe. N'importe qui peut capter et lire. C'est ça le danger, malheureusement. Alors, on parle de plus de 1000 Français qui sont donc cités dans cette affaire-là. Il y a des journalistes, des chefs d'entreprise, de grands patrons. On parle du président de la République qui peut vouloir contrôler ou cibler un chef d'État français en l'occurrence. J'ai du mal à réaliser ce qui se passe concrètement. En réalité, il faut dire que, vous savez, lorsqu'on vous pirate forcément, d'accord, même si vous êtes chef d'État, peut-être que ce n'est pas forcément à votre personne qu'on veut s'en prendre, même pas du tout peut-être à la France, d'accord, mais c'est des informations qu'on veut recueillir et revendre après. Il y a surtout l'aspect business que beaucoup ne perçoivent pas dans cette histoire. C'est surtout l'aspect business, d'accord. Et tout repose aujourd'hui autour des affaires, d'accord. Parce que l'information que la personne va recueillir et va chercher peut-être à vous nuire, c'est que forcément ça va lui rapporter quelque chose. D'accord. Donc aujourd'hui, l'utilisation de Pegasus aujourd'hui, moi, c'est beaucoup plus business, d'accord. C'est beaucoup plus business parce que les gens, c'est pourquoi je disais tantôt que même si la Russie, même avec sa puissance, sa très grande puissance, si la Russie remarque que je peux faire pression ou bien sur un État, ou bien par exemple un État peut venir négocier, par exemple son pétrole avec moi, on peut faire le troc entre le pétrole et le fait de pouvoir lui donner certaines informations, d'accord. Donc il y a beaucoup de pratiques qui sont contenues alors dans l'utilisation de ce logiciel-là. Et il faut dire que la seule chose que moi j'aimerais quand même éclaircir, c'est que les services de renseignement, d'accord, de ces États qui utilisent ce logiciel-là pour pouvoir espionner le tout va-t-en, et ils espionnent presque tout le monde à leur gré, c'est que cela peut leur revenir à la figure à n'importe quel moment. Ça peut leur revenir à la figure à n'importe quel moment. Et là,
peut-être ils vont pouvoir regretter le fait de l'avoir fait à grande échelle comme ça. C'est vrai qu'il faut espionner pour pouvoir avoir une force, pour pouvoir avoir des informations données, mais il faut le faire pas à tout le monde comme ça, parce que là, ça peut revenir très désagréablement. Pourquoi a-t-on l'impression que le continent africain semble, on va dire, bien solidement ancré par rapport à cette affaire-là? Ah mais oui, vous voyez, je viens de dire l'état de notre démocratie ici en Afrique. Donc, quel État n'a pas envie, même les privés, donc, vous voyez, souvenez de cette histoire, le 27 mai 2021, où presque tout, dans une zone, les stations de carburant sont stoppées, ne peuvent fonctionner. Et c'est un groupe d'accueil russe qui l'ont fait. Et l'État a dit, je n'en ai pour rien. Et ils ont réclamé 4 millions de dollars sur, pas Bitcoin, c'est-à-dire la monnaie en ligne. Vous voyez, donc ils en ont fait pour se faire de l'argent. Vous, dites-moi, monsieur Johannes, vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe chez moi? Tout le monde a envie de savoir. Et ce qui est grave, ça fait un instrument de chantage terrible. Et vous imaginez que on espionne l'État français, enfin le président Macron, et qu'on va juste dans sa vie privée. Tout ce qu'il fait. Si je prends le cas de François Hollande, lorsqu'il prend son vélo pour aller visiter Julie Gaillet, vous voyez ce que ça veut dire. Et qu'on peut lui en faire du chantage s'il n'a pas envie que cela se dévoile. Vous voyez? Et donc l'État peut dire, écoute, nous avons cette vidéo de vous, parce que ce logiciel permet même d'activer votre caméra, votre micro, tout ce que vous dites. Il peut enregistrer tout. Ouais. Or, en privé, on se dit beaucoup de choses. C'est vrai que Macron a été très imprudent, pas comme aux États-Unis. Dès que vous devenez président des États-Unis, on vous impose un appareil téléphonique hyper sophistiqué, hyper protégé. Mais ici, en France, bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vrai, il y en a, mais lui, il peut dire, je veux l'utiliser. Il a mis 4 téléphones, vous vous rendez compte. Macron a 4 téléphones qu'il utilise. Il se plaît à les montrer même. Donc c'est sans sécurité aucune. Je ne sais pas pourquoi il a voulu faire ça. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas quelles sont les informations que détient le sur lui. Et on ne sait pas aussi si d'autres États qui sont en possession de ce logiciel a espionné d'autres présidents. Parce que l'enquête a été faite simplement sur 50 000 exemplaires de téléphones sur 10 clients de NSO. Donc, nous sommes plus de 10 millions d'habitants sur la planète et on ne sait pas qui sont espionnés et qui ne sont pas. Parce qu'il faut d'abord faire l'enquête pour savoir, vérifier, expertiser pour savoir si votre téléphone a été espionné. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de plus, comme vous le voir. Et peut-on penser que le phénomène s'étend encore plus au-delà de ce qui est révélé pour l'heure? Bien sûr, justement, c'est par ça il a chuté tout à l'heure. Le phénomène s'étend même au-delà de ce qu'on imagine, parce que l'enquête a pris en compte un échantillonnage dernier. Donc, imaginez que si on devait prendre en compte tous les clients du groupe NSO, vous imaginez l'ampleur que cela aurait donné. Et mieux encore, moi je me dis, les répercussions, les conséquences de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, ça peut revenir même 50 ans. 20 ans, 100 ans après, ça peut revenir. Parce que les informations que les gens détiennent, vous ne savez pas. Et vous ne savez pas à quel moment ils vont l'utiliser contre vous. Ce qui fait que c'est très grave ce qui se fait. Et aujourd'hui, c'est qu'on ne peut même pas peser les dégâts. Pas maintenant, aujourd'hui, on ne peut même pas peser les dégâts maintenant. Mais d'ici 5 ans, d'ici 15 ans, d'ici 10 ans, on ne sait pas quelle information on va utiliser, contre qui. Les informations qui étaient détenues depuis des années, que le gars a gardées secrètement, ou bien qu'il a vendues à quelqu'un qui a offert beaucoup plus de chiffres. Donc, il peut l'utiliser à n'importe quel moment. Donc, si j'ai des informations contre vous, par exemple, Johannes, je peux décider de l'utiliser 5 ans après, ou d'attendre peut-être le moment où vous allez vouloir m'attaquer sur un terrain donné et pouvoir utiliser cette information contre vous. Ce qui fait que d'ici quelques années encore, on en reparlera encore. Pourquoi l'Afrique semble très, on va dire, très ancrée dans cette affaire-là? On parle de... Oui, c'est parce qu'aujourd'hui en Afrique, on n'a pas de véritable démocratie. On n'a pas de véritable démocratie en Afrique. Le mot semble fort. Oui. Bien sûr. Oui, mais chez nous aujourd'hui, c'est que la plupart des chefs d'État ont tellement de mainmise
sur le pouvoir et également sur le fonctionnement du pouvoir d'État qu'aujourd'hui, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens, ils ont plus loisir à s'éterniser au pouvoir. Et lorsqu'on est là, on ne veut pas partir, on veut rester. Et puis quand on veut rester, c'est chercher à savoir ceux-là qui m'en veulent, qui sont ceux-là qui veulent prendre la place. D'accord, qui peut prendre ma place. Et du coup, on est très méfiant. On est très méfiant. Et lorsque vous êtes méfiant, vous serez obligé de pouvoir débourser des milliards de francs CFA pour pouvoir chercher une sécurité. Parce que même quand on parle de la sécurité, il y a la sécurité physique qui vous impose à avoir des gardes du corps, à avoir un système militaire renforcé. Mais la sécurité au niveau du cyberattaque, elle est une grande sécurité. Parce que là, on peut connaître le plan de votre résidence, on peut connaître beaucoup d'informations sur vos agents de renseignement, sur vos gardes du corps, et par ce système-là, on peut facilement vous atteindre à n'importe quel moment. L'explication, donc, on va dire, de ce que l'Afrique semble ancrée dans cette affaire-là, c'est aussi le mot de gouvernance des dirigeants africains, c'est pas cela? Les États africains, tous les États. Non, il n'y a pas un apanage des États africains, pas du tout. Tous les États du monde utilisent l'espionnage. Aujourd'hui, surtout que l'informatique a évolué dans une évolution exponentielle, tout le monde l'utilise. Vous allez constater que les États d'Asie n'ont pas acquis le Pegasus. Pourtant, ils font de l'espionnage. Ça veut dire qu'ils ont d'autres systèmes qu'ils utilisent. C'est ce que je viens de dire. Cette enquête a été faite sur Pegasus. On n'a pas fait des enquêtes sur d'autres logiciels qui existent également dans le monde. Donc, les États-Unis sont les meilleurs. Ils contrôlent le monde partout. Ils sont, vous comprenez. La NSA surveille totalement la planète, vous comprenez. Et donc, ce n'est pas seulement le Pegasus. Le défaut, il faut faire la différence entre le système, ce logiciel, et l'utilisation qui en est faite. C'est l'utilisation qui pose aujourd'hui problème. À part ça, Pegasus, c'est normal, il y en a beaucoup d'autres, ce qui permet aujourd'hui à la Chine d'espionner les États-Unis. Les États-Unis sont hantés par la Chine qui les espionne à tout moment. Je me rappelle en juillet 2018, lors du sommet de l'OTAN, le président, mon ami là, et il devait recevoir, souffle-moi son nom, il devait recevoir le président de l'Australie, le premier ministre de l'Australie, et quand il rentre dans son bunker, il dit, écoute, vous n'avez jamais encore passé. Ils sont déplacés avec ça. Vous n'avez jamais encore vu. Même les Chinois ne peuvent pas nous écouter. Vous voyez, il y a un président qui dit même les Chinois. Ça veut dire que leur problème, c'est la Chine. Ce n'est pas un allié comme l'Israël. Mais la Chine est incontrôlable avec plus d'1 milliard d'habitants. Et c'est ça qui craint aujourd'hui. Le monde a compris aujourd'hui que la véritable menace aujourd'hui pour le 21e siècle, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. La Russie aussi en a peur parce que, par malheur, la Russie est frontalière avec la Chine. Vous avez la Sibérie qui fait un espace extraordinaire et désertique, personne n'est là. Or, la Chine évolue en population, la Russie craint à tout moment que les Chinois peuvent... Vous vous rappelez de cette histoire entre Khrouchtchev et Mao Tse-tung où il y avait une situation conflictuelle et Khrouchtchev dit, bon, je vais larguer la bombe atomique sur vous. Et dit, ok, vous me larguez une bombe atomique, vous allez tuer forcément 300 millions, mais moi, quand je vais larguer la mienne, je vais détruire la Russie. Vous voyez, donc aujourd'hui, la population, la démographie est une arme fatale aujourd'hui, fondamentale. C'est pourquoi les Européens ayant compris qu'ils sont en train de mourir en matière de vieillissement de la population, ne veulent pas que l'Afrique évolue. Parce que d'ici 2050-2100, l'Afrique sera la moitié de la population mondiale. Donc ça fait peur. D'ici 2050, les Noirs vont dépasser les Blancs en Amérique. Donc certains Blancs, pontins, enfin, de souche, ont peur de disparaître aujourd'hui. C'est ça le problème. Donc la démographie constitue aussi l'une des armes fatales du futur. Comme la puissance informatique. Alors, lorsque nous allons nous lancer, parce que c'est une guerre aussi, je vais vous dire, asymétrique, comme le terrorisme. Ah, mais oui, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. On ne peut pas contrôler cela. Pas du tout, parce que quelqu'un qui pénètre dans votre portable aujourd'hui, quel est cet homme aujourd'hui dans le monde qui n'aime pas utiliser un Android ou un iOS?
c'est très rare. Peut-être Dalai Lama qui ne veut pas utiliser, il a bien compris. Aujourd'hui, on ne peut même plus s'en passer. Parce que, il faut le reconnaître, c'est d'utilité importante, très importante aussi. Tellement important aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez la capacité de vous éduquer, de faire tout ce que vous voulez. Mais au même moment, il y a les séquelles, il y a ce que nous appelons les intrus. Quelqu'un a accès à votre portable, il vous contrôle, il sait ce que vous portez, comment vous habillez, qui vous fréquente, et c'est ça ce qui est dangereux. C'est-à-dire que lorsqu'un portable, téléphone est infecté, ça veut dire que tous ceux qui sont en collaboration avec vous sont surveillés aussi. C'est ça qui a permis de tuer Khashoggi, malheureusement, et l'autre journaliste mexicain aussi. C'est mortel au même moment, c'est efficace. Donc ce n'est pas une question de démocratie. Tout le monde espionne. Je viens de dire tout à l'heure comment les États-Unis ont espionné Angela Merkel, Hollande à travers le Danemark. Vous voyez, donc si vous n'espionnez pas, vous n'avez pas le renseignement. Je me rappelle lors d'un appel à candidature où je devais décrocher, quand j'ai exposé mon dossier, un des membres du comité me dit, écoutez, celui qui a l'information a le pouvoir. C'est ça aujourd'hui. Celui qui a l'information a le pouvoir. Si avant de sortir de ce studio, je sais que quelqu'un m'attend pour m'assassiner ou pour me faire du mal, je ne sortirai pas. Je ferai autrement. Donc l'information est capitale aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi vous allez constater que tous les États aujourd'hui, dans le monde entier, mettent beaucoup d'argent dans le renseignement. Beaucoup d'argent, et énormément d'argent. Les États-Unis le font depuis des décennies, depuis plus de 100 ans. Vous voyez, depuis plus de 100 ans, les États-Unis le font. La Chine a commencé, est en train de grandir, et tellement en train de grandir que ça fait peur à tout le monde, parce que quand on parle de la Chine, c'est incontrôlable, vous ne pouvez pas maîtriser. L'Israël, c'est un épiphénomène par rapport à la puissance informatique de la Chine, à ce que je vois aujourd'hui. Oui. Alors, y a-t-il des enseignements de ce qui se passe aujourd'hui? Y a-t-il, je dirais, quelque chose à retenir ou à tirer de positif? Bon, ce qu'il faut tirer de positif, c'est que l'utilisation de ce logiciel peut permettre, par exemple, à beaucoup d'États, d'accord, de pouvoir gérer leur sécurité intérieure, d'accord, de pouvoir savoir quel groupe fait les attaquer à tel moment, peut-être quelle diplomatie employer par rapport à telle négociation et autres. C'est pour ça, moi, ça me ramène à la question de dire que le problème de démocratie, ça se pose plus principalement chez nous en Afrique. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir le logiciel. Et puis, c'est même déjà bon que tout le monde puisse l'utiliser. Mais l'utiliser à quelle fin? C'est ça, en fait, le réel problème. Les Africains ou les dirigeants africains l'utilisent à quelle fin? Est-ce que c'est seulement à des fins pour mater les opposants? Ou bien est-ce que c'est à des fins pour pouvoir essayer d'accroître leur puissance économique? D'accord? Mais pour la majorité des cas, ce n'est pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que l'utilisation qu'ils doivent faire, c'est tel que vous l'avez dit, les avantages qui sont issus de l'utilisation de ce logiciel, est-ce que ce sont ces avantages qui sont beaucoup plus exploités ou bien c'est le côté négatif qui est exploité? Parce que si vous prenez un logiciel qui peut vous servir, par exemple, à vous mettre beaucoup plus en concurrence avec d'autres pays de la sous-région, par exemple, pour pouvoir accroître votre PIB, par exemple, et que vous passez votre temps à l'utiliser contre les opposants, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas bien. Parce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels, par exemple, vous pourrez mieux l'utiliser, mais vous ne le faites pas parce que vous êtes beaucoup plus concentré sur le côté politique et c'est ça qui vous prend tout votre temps. Alors que les autres nations qui l'utilisent, comme la Russie et bien d'autres, ils pensent d'abord à leur croissance économique, d'accord, ils pensent à leur position géopolitique et c'est ça qui devait beaucoup plus préoccuper les dirigeants africains. Et ce n'est pas ce que font beaucoup. Et c'est ce à quoi on doit les exhorter. Il faut utiliser, comme tout outil a un revers. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Il faut beaucoup plus utiliser le côté positif de la chose. On vous aura compris, c'est tantôt blanc, tantôt noir. C'est donc cela. Ah oui, on ne peut pas, comme on le dit, manger des œufs sans la casse. Donc, vous voyez, la leçon que moi, j'arrive à tirer de ça, c'est d'aller plus loin dans le futur, de dire à nos États plutôt d'investir dans les recherches.
Tu as vu, la semaine dernière, il y a eu le Salon mondial des innovations technologiques à Bamako, où beaucoup d'Africains ont reçu des médailles d'or. Beaucoup d'Africains, des médailles d'or. Ouais. Qu'on investisse, on ne leur disait rien, ils existaient depuis. Et c'est la crise covidienne qui a fait qu'on a commencé par s'intéresser à eux et qu'on cesse d'aller chercher tout le temps qu'on investisse, qu'on finance suffisamment les recherches scientifiques dans ce domaine-là, parce que ce sera l'un des défis majeurs de l'humanité, et que l'Afrique aussi, comment pas fait son invention. Vous vous rappelez de ce jeune garçon français qui avait infiltré le compte Facebook de Barack Obama. C'est extraordinaire. Dans sa chambre, avec un garçon socialement de bas niveau, vous voyez, tandis que nos enfants aussi peuvent le faire. Il suffit de les aider, il suffit de les instruire, et on peut aussi créer des logiciels aussi puissants que le Pegasus. C'est vrai que, quoi qu'on dise, un État qui est un outil puissant comme ça ne peut ne pas espionner ses opposants. Je le ferais si j'étais là aussi. Comment ne pas pouvoir savoir ce que mon opposant pense de moi? Seulement que c'est la fin, c'est les répercussions physiques qui sont dramatiques, qui sont tragiques, à en arriver à supprimer des vies humaines. C'est ça qui est dommage. Mais ça demeure un outil puissant dont on a besoin, qu'on le veuille ou non. En tout cas, un État qui veut être puissant en a besoin. Et qui nous dit aujourd'hui que je n'en sais rien, tout est possible. Parce que peut-être que les numéros de téléphone de nos hommes politiques n'ont pas été examinés. Peut-être que le Togo nous espionne suffisamment, puisqu'elle a l'outil. Voilà, rien de lui est impossible. Il a le champ. Il a peut-être. Non, enfin, on n'est pas cité. Non, pour le moment. Oui, non, je parle des pays qui sont cités par cette enquête-là aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'outil informatique est dans les mains de tout le monde. Il y a d'autres méthodes d'espionnage aussi, même pas informatique. Il n'y a pas que le Pegasus. Il y a d'autres aussi puissants, je vous dis. Donc, c'est parce que Pegasus a fait du mal, surtout à partir de l'affaire Khashoggi. Ça a choqué le monde occidental démocratique, ça a choqué les journalistes, ça a choqué le monde libre, les militants des droits de l'homme, les militants de la liberté de pensée, d'expression et la liberté individuelle. Ça a choqué tout le monde. C'est ça qui a fait que ces journalistes se sont... Je vous conte une anecdote. L'un des journalistes du Monde, quand il a voulu contacter un des ministres, l'ancien ministre de Macron, quand il est allé, il dit, écoutez, on ne peut pas parler au téléphone, il faut qu'on se voit dans votre bureau. Et quand il est venu, comme il est expert dans la matière, il a inspecté le bureau, il a arraché le portable du ministre. Mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, ce que je vous ai dit, c'est très important. Il a donc pris le portable, et son portable, ils sont allés mettre dans une chambre. Et ça me rappelle le truc comme ça, je l'ai vécu une fois. Comme ça, un ami allemand est venu, on disait, il prend mon portable, il dit, il faut que nous disions quelque chose de très important, et il va cacher. Je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous sommes espionnés partout. Ça, sachez-le aujourd'hui, nous sommes espionnés à tout moment et partout, je vous le dis. C'est comme ça, le monde aujourd'hui. Malheureusement, nous allons faire avec. Comme nous faisons avec le Covid-19. Oui. Alors, il faut ce qu'il faut faire, c'est également, tel qu'il a dit, encourager les recherches. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, au sein de notre université, par exemple, combien d'amphis de recherche il existe, par exemple, au niveau de la technologie? Il n'en existe pas assez. Aujourd'hui, on priorise les recherches au niveau des sciences sociales, par exemple. Et puis, aujourd'hui, ce qui va faire beaucoup plus la force des nations de demain, ce sont les recherches technologiques. Et aujourd'hui, il faut que chaque État africain prenne connaissance de cela pour que ça puisse servir à la génération actuelle et celle future. Peut-être aussi que ce sera un des outils qui va nous permettre de lutter contre le djihadisme qui sécurise la sous-région. Ah oui, c'est possible si nous voulons en faire bon usage. Vous savez, toutes choses à son revers. La bombe atomique à Einstein, l'inventeur, c'était pas pour détruire les humains. Ouais, c'était pour les grottes, les mines, et ainsi de suite. Donc tout a un revers. Le couteau avec lequel vous coupez votre oignon, vous pouvez l'utiliser pour tuer votre stylo. Vous pouvez l'utiliser pour le tuer également. Donc tout un revers, ça veut dire que cela interpelle la conscience humaine simplement. Qu'est-ce que nous faisons de nos inventions, de ce que l'univers, l'éternel, Dieu nous permet d'inventer parce qu'il est à l'origine de tout? Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons un bon usage? Et c'est ça le plus important. L'utilisation des choses, comme on le dit aussi, vous savez que c'est pas l'argent le problème.
Non, c'est l'utilisateur. Ce n'est pas le pouvoir le problème, c'est l'utilisateur. Donc, lorsque vous aviez quelqu'un de pondéré, comme l'a dit Platon, il nous faut des hommes sages, des philosophes sages qui nous gouvernent. Lorsque nous avons quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'arrive pas à faire la différence, le discernement entre le bien et le mal, vous voyez, donc la dérive est immédiate, ça vit dans le totalitarisme, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde entier. Voilà, vous êtes Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Marc Johannes Koudianou, journaliste, directeur de publication de Info au Zénith. Merci. Merci Johannes. Merci à nous sur ce plateau consacré donc à l'actualité du moment et la révélation donc de ce scandale Pegasus là, les impacts sur la géopolitique internationale. Nous avons parlé de la plupart des pays concernés. Merci à vous, chers téléspectateurs. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.